Tous derrière les grenats, en regardant le Graouli Mag, avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. C'est tout ? Bah, elle est hyper courte l'éclipse. Bon, et bah au boulot. Allez, sommaire. Des signatures et encore des signatures, le mercato continue encore et toujours de faire parler de lui, notamment du côté du FC Metz. Après Guingamp, le FC Metz a rendez-vous sur la pelouse de Grenoble pour tenter de valider sa dynamique du moment et pourquoi pas prendre un peu d'altitude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag, nouveau jeudi d'actualité pour le FC Metz, mais pas que. On va aussi revenir sur le championnat avec ce premier déplacement de la saison. Mais avant de parler déplacement, on parle d'accueil. C'est sa rentrée aujourd'hui, c'est Stéphane Molliens qui est avec nous. Salut Stéphane, prêt pour une nouvelle saison ? Ouais, salut Aymeric, prêt en tant qu'expérimenté un peu comme le FC Metz, j'encadre les jeunes. Ces deux jeunes qui ont signé avec nous. On parle de signature aujourd'hui, mais on va vous les représenter. Désiré Segbet est avec nous. Salut Désiré. Très heureux d'être avec vous encore une fois, Aymeric. Et Thomas Fullenbach qui est avec nous. Salut Thomas. Salut Aymeric, très heureux d'être ici. Tu découvres le canapé. Exactement. Toi, tu étais dans le vestiaire pour la première. Tu connaissais le vestiaire, pas encore le canapé. c'était bien, mais le canapé, c'est très bien aussi. Alors que Désiré lui a déjà sa place, ça y est, c'est acquis, il sera ici tout le temps maintenant. On a mis une petite Avec étiquette plaisir. derrière. Plaisir. On a aussi notre voix off, Nathan, qui est avec nous sur cette émission, après avoir vu l'éclipse notamment. Salut Nathan. Salut Aymeric, salut tout le monde. J'adore parce que ça le fait encore rire, et moi aussi. Ça m'aura tout le temps, de toute manière. On va commencer avec la première partie de cette émission, c'est l'actu de la semaine. Ils étaient attendus, ils ont désormais signé. Les 3 joueurs en provenance de Génération Foot sont désormais des joueurs du FC Metz. Alors on a Abdourahmane Bodji, Alassane Sy ou encore Vincent Gomis. Désiré, évidemment, je me tourne vers toi. On n'a pas posé la question au coach, mais voilà, 3 nouveaux renforts tout de même. Alors on attend de voir qui sera plus ou moins utilisé, mais on peut quand même déjà se pencher sur les 3 profils et se rendre compte que on voit déjà à peu près qui pourrait prêter main forte assez rapidement au FC Metz. On pense notamment à Bodji en attaque et Alassane Sy, je pense, au milieu de terrain. Vincent Gomis peut-être dans un second temps et en tant que gardien. On a déjà les 2 titulaires avec Papsi et Jonathan Fischer. Vous savez, la dernière fois, j'avais dit ici que j'ai aucun doute sur l'efficacité quand le FC Metz fait monter des jeunes en pro ou quand on les fait venir de Génération Foot. Parce qu'aujourd'hui, Génération Foot, c'est un peu l'extension de l'identité FC Metz. Donc la formation commence déjà là-bas. Et quand ils arrivent ici, le but, c'est de justement continuer à les former, les faire progresser en les faisant jouer et éventuellement les vendre. Le modèle économique du FC Metz passe aussi par là. C'est la politique actuelle. Mais j'ai aucun doute sur l'efficacité des joueurs. Et quand on regarde Mbodj, on voit bien qu'il a marqué 11 buts en 25 matchs, je crois. C'est ça, meilleur buteur, je crois, de la Ligue 1 sénégalaise la saison passée. Donc voilà, c'est une arme offensive de plus. Et ça ne peut pas faire de mal au FC Metz dans cette lutte à la remontée immédiate. Stéphane, le président avait parlé cette semaine de 4 à 5 départs encore dans les rangs grenats, notamment parce qu'il y avait un petit peu de monde dans l'effectif. Ce qu'on peut comprendre, quand on regarde les profils, on a peut-être déjà un petit peu tendance à sentir venir qui pourrait partir. Quand on voit Mbodji, on se demande quel va être l'avenir d'Habib Diallo, notamment, qui ne semble pas être un titulaire indiscutable pour Luc Holtz, avec l'efficacité de Pape Moussa Fall. Son remplaçant semble donc tout trouver s'il venait à partir. Au milieu de terrain, Alassane Sy, ça semble être le remplaçant d'Alpha Touré qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, même sur la fin de préparation et dont le départ est en négociation. Pour Habib Diallo, il y a 2 choses à prendre en considération. Déjà, c'est ses envies à lui, puisque le président, il l'a bien dit, il ne veut plus revivre ce qu'il avait vécu avec Mathieu Hudol l'année dernière. D'où le départ de Gauthier Hein aussi. D'où le départ de Gauthier Hein. Et il n'a pas envie peut-être aussi de retenir quelqu'un qui est quand même venu l'année dernière avec aussi ce petit lot de surprise, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'Habib Diallo, avec le statut qu'il avait acquis, qu'il puisse revenir au FC Metz comme ça. Donc là, il y a eu un bon coup qui a été fait l'année dernière. Je ne pense pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau, je ne pense pas.
un garçon, un buteur, en fait, il va vous marquer 20 buts une saison et puis 5 la saison suivante. Quelquefois, ça se comprend pas, c'est comme ça. En tout cas, il a d'énormes qualités. Moi, je serais évidemment ravi qu'il reste, parce qu'avoir 2 attaquants avec Fall comme ça, certainement titularisé, c'est quand même un atout de poids pour cette Ligue 2. Et puis concernant les 3 Sénégalais, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on se penche davantage, plutôt que de les intégrer très rapidement, qu'on se penche davantage sur le post-formation. Je pense qu'on s'est loupé, par exemple, avec Ibou Sané, même Alpha Touré. Je pense que ces garçons-là, ils avaient besoin d'une grosse préparation physique, de se mettre à niveau, on va dire en amont, pour acquérir tout ce qui est nécessaire d'avoir au plus haut niveau. Et je pense qu'on va peut-être souvent un peu vite en besogne avec certains garçons. Alors d'autres, on le sait, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, ça allait très vite parce que c'était déjà des joueurs qui étaient vraiment formés. Pour ceux qui continuent leur formation à Metz, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps et peut-être un petit peu plus de temps parce que, encore une fois, sans dénigrer ce qui se passe dans le championnat du Sénégal, la Ligue 2, et j'espère pour eux la Ligue 1, c'est un autre monde, c'est d'autres gabarits, il faut résister au duel, il faut résister à plein de choses. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire de prendre un peu plus de temps avec eux pour les former. Permettez-moi d'intervenir. Je viens de Génération Foot, comme ces garçons-là, et il y a des points que j'aimerais éclaircir un peu. Le problème, ce n'est pas la condition physique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Génération Foot, c'est une extension de l'identité FC Metz. Le centre de formation à Génération Foot est, selon moi, au jour d'aujourd'hui, meilleur que celui du FC Metz ici. Croyez-moi, ils ont tout mis en place. Donc, au niveau de la condition physique, il n'y a aucun problème, parce qu'avant de les faire venir, Metz a envoyé des gens sur place pour travailler avec ces garçons-là, sur toute l'année. Ils les ont suivis. Le championnat sénégalais est très relevé, croyez-moi. Donc quand ils viennent, ce n'est pas une question de physique. La prépa physique, ils l'ont parfois beaucoup plus dur au Sénégal. Moi, je me souviens de nos préparations physiques. Parfois, c'était beaucoup plus dur que ce que je fais aujourd'hui ici en Europe. Et je pense que c'est plutôt une sorte d'adaptation au football européen dont ils ont besoin. Il y en a qui arrivent et c'est fait beaucoup plus facilement que d'autres. Mais ce n'est pas une question de conditions physiques. Des duels, ils en ont au Sénégal aussi, beaucoup plus qu'en Ligue 2 parfois, croyez-moi. Donc je pense que c'est plutôt une adaptation au football européen. Et là où il a raison, c'est que Pape Fall, par exemple, il a été prêté à Serein Et à la Louvière. Pour s'aguerrir, pour s'adapter au football européen. Et aujourd'hui, ça lui a fait du bien. Il est revenu et il a l'air de se sentir à l'aise dans ce groupe. C'est peut-être ce qu'il peut faire, c'est là que je te rejoins, c'est peut-être ce qu'il peut faire avec ces garçons, les faire venir déjà un peu plus tôt dans la saison pour faire toute la préparation avec eux. Je crois que c'est ce qui était prévu au départ, qui devait être là à la reprise. Parce que là, c'est une histoire de papier qui apparemment a fait traîner un petit peu ça, mais il me semble qu'il devait être là dès la reprise à l'origine. Mais ça fait plus de 20 ans de partenariat. Ils savent comment ça se passe. Il faut anticiper ces choses-là. Il faut faire venir ces garçons-là beaucoup plus tôt, les faire la préparation avec le FC Metz, voir comment ils s'intègrent. Et si on voit qu'ils ont du retard dans l'intégration, là, on décide de les prêter ailleurs, le temps qu'ils s'adaptent au football européen qui est complètement différent, effectivement. Et s'ils arrivent à s'adapter rapidement, on les fait jouer, quoi. Mais pour moi, c'est la solution qu'il faut préconiser. Les faire venir plus tôt, faire toute la prépa avec, les intégrer. Il y a des soucis administratifs qu'on ne connaît pas et qui apparemment bloquent un petit peu leur entrée sur le territoire français. Thomas, très rapidement, c'est vrai que ces joueurs-là arrivent sans urgence, on l'a dit, l'équipe est déjà en place, ils arrivent pour combler des départs qui ne sont pas encore actés. Donc il y aura quand même ce petit temps d'adaptation au début parce qu'on ne va pas les jeter dans le grand bain directement, sauf s'ils sont prêts et qu'ils ont le niveau aujourd'hui pour prendre la place d'un titulaire. Oui, bien sûr, mais comme je pense que tu l'as dit, ils ont le temps. Le club a le temps, et ça, je crois que le temps, c'est un luxe dans le monde professionnel, pas aller trop vite. Et je rejoins ce que mes collègues disent. On parle de contrat pro, de signature pro, mais c'est un step de plus dans la formation. Et la formation, c'est du temps. Il faut prendre du temps. Donc, on est quand même dans un club qui est une entreprise, donc on parle de valeur marchande, on parle de sécurisation des talents aussi, je crois, notamment pour l'attaquant, un meilleur buteur de championnat. Et forcément, il y a plein de perdus qui sont allés lorgner, qui sont allés voir, et puis... Et puis il y a eu un échec assez cuisant récemment avec le tout jeune joueur, j'ai oublié son nom, qui a signé à Génération Foot, qui est parti en Turquie.
J'ai un trou, ça va me revenir. Je te laisse continuer, ça va me revenir. Ça va me stresser si je ne fais pas de toute manière. Amara Diouf, c'est ça. Donc voilà, il y a Le SMS a raté. Exactement. Donc voilà, la sécurisation des talents, elle est hyper importante. Mais puis on voit aussi que les 3 postes qui arrivent, c'est la colonne vertébrale d'un effectif. Donc c'est aussi une sécurisation à ce niveau-là. Une saison, elle est longue. Il y a des cartons, il y a des blessures. On est en fin de prépa, donc les blessures, elles peuvent peut-être arriver aussi. Donc je pense que tous ces éléments-là, hormis peut-être le couac du timing, je pense que Luc Holtz aurait aimé les avoir plus longtemps pour voir ce qu'ils valent. Mais le retard, c'est pas grave. Il y a du temps, il n'y a pas d'urgence. Donc ils sont dans les bonnes conditions, en tout cas, pour montrer leur capacité, leur qualité, et pour que le club puisse avancer doucement avec eux. On regardera s'ils sont dans le groupe du déplacement à Grenoble. Sait-on jamais, un groupe dont on reparlera un petit peu plus tard. Je vous vois déjà venir, on va évidemment réévoquer une nouvelle fois TJ Savanier, au plus grand bonheur de Désiré Sagbe, qui m'a demandé en interne, il faut qu'on en parle. Donc on en parlera, mais pas tout de suite. Avant ça, il y a une autre signature, mais dans le sens des départs cette fois-ci, c'est celle de Cléo Mélière. Il a été prêté une saison du côté du Sporting Club de Bastia, en Ligue 3. Stéphane, ce joueur était en fin de contrat, il a prolongé de 2 ans supplémentaires. Il part s'aguerrir en Ligue 3, ce qui semble être une bonne chose. Mais moi, personnellement, je me posais quand même la question, est-ce que c'est le bon deal pour lui, oui, d'aller pouvoir faire une saison pleine à un niveau un peu plus relevé que celui de la réserve, mais tu le refais signer, il n'a pas une place dans l'effectif pour le moment. Parce que devant lui, il y a 2 vétérans qui certes resteront pas encore des années, mais c'est difficile de les déloger pour lui. Oui, mais c'est toujours pareil. En fait, il y a des joueurs qui ont besoin d'un contexte particulier parfois pour éclore, pour s'épanouir. Il suffit de pas grand-chose parfois et puis rester. Moi, là, pour le coup, il va changer un peu la manière d'un étudiant à cet âge-là, 21 ans. Hop, on part, on sort un petit peu de sa zone de confort et puis on part faire ses études ailleurs. Lui, il va partir jouer au foot ailleurs. Il y a pire que d'aller en Corse, je trouve, quand même, voilà, en termes de confort. Maintenant, il va... Alors, on ne sait pas s'il va être titulaire là-bas. Ça va être à lui d'être performant. Moi, je pense que si Frédéric Arpinon, l'ensemble du staff, l'ont refait signer 2 ans, c'est qu'il croit en lui. Donc, c'est à lui, maintenant, de faire en sorte d'être performant et puis d'attirer, encore une fois, comme disait Thomas, les yeux. Et on espère que ce soit les yeux du FC Metz pour qu'ils viennent performer ensuite à Saint-Symphorien. Moi, je ne suis pas trop surpris. Au contraire, je suis plutôt enthousiaste à l'idée qu'un garçon puisse à un moment faire un choix comme ça et se dire, moi, je suis peut-être passionné par le football, je ne joue pas assez au football, j'ai envie d'aller jouer au football et faire de mon métier le football. Donc, je trouve le football mon métier. Voilà. On verra évidemment et on va suivre cela. Il retrouvera notamment les terrains de Thionville et de la Moselle, parce que Bastia est avec Thionville en Ligue 3. Ce sera début janvier, si je ne me trompe pas, ou fin janvier, quelque chose du style. On va s'intéresser maintenant à des anciens Messins qui malheureusement sont des anciens Messins. On va déjà les regretter, je pense. Des nouvelles de Brian Maggio qui jouait hier une finale de Super Coupe d'Europe, rien que ça, à 17 ans, et qui était buteur, Thomas, face au Paris Saint-Germain. À Metz, on le connaissait, au Luxembourg un petit peu, en Angleterre, il commence à le connaître. Ça y est, Le Monde va avoir le nom de Brian Maggio sur le coin des lèvres. Ben oui, hier, on lui a donné sa chance. Il l'a prise. Voilà, je crois que voilà, quand on est joueur de foot, quand on est jeune, il faut savoir prendre sa chance. Et je crois que c'est dans les 2 sens. On lui a donné sa chance, il l'a prise, il a rendu ce qu'on lui a donné. Et il faut aussi rendre hommage à Aston Villa et au coach Emery, parce qu'il n'a pas peur de lancer dans le grand bain un jeune de 17 ans qui le mérite, parce qu'on n'arrive jamais sur titulaire en Super Coupe d'Europe par hasard, qu'on ait 17 ans ou qu'on ait 30 ans. Mais voilà, il faut vraiment dans les 2 sens louer l'ambition du coach, du club et de Maggio, parce qu'au-delà de son but, quand on regarde un petit peu plus en détail son match, on voit qu'il a pesé sur la charnière centrale, sur la défense du PSG, bien que le PSG soit en fin de prépa ou quoi, il n'y a aucun souci, mais un Marquinhos en fin de prépa, ça vaut beaucoup de défenseurs. Donc voilà, c'est encourageant. Maintenant, le football, ça va vite. Donc il a déjà placé la barre très haut, à lui de confirmer. Mais quand on voit un peu l'état d'esprit qu'il a, enfin en tout cas ce qui transparaît, je ne le connais pas personnellement, mais de ce qui transparaît, voilà, je pense qu'il a toutes les clés en main pour continuer sur cette lancée. En parlant de lancer, il y en a qui ne le fera pas avec le FC Metz. Ça a été officiel il y a peu, dans la matinée, même si je ne dis pas de bêtises. C'est Tzitajvili qui a signé du côté du Rayo Vallecano.
Il ne reviendra pas du côté de Metz. Il ne rejoindra pas Abouachvili, qui sera notre seul Géorgien de ce début de saison. Désiré, très rapidement, Titaïjvili vers le Rayo Vallecano. On n'est pas surpris, le football espagnol, ce qui pourrait lui connaître mieux. On est peut-être un peu surpris de savoir qu'il n'avait pas trouvé de club avant cette date-là aujourd'hui. Alors, la dernière fois, je le disais, entre le rêve et la réalité, il y a un monde. Voilà. Il aurait aimé, sans aucun doute, signer dans un club avant le début de la prépa. Mais voilà, ça se dénoue seulement maintenant. Mais c'est une très bonne chose pour lui. Il part d'un club comme le FC Metz, qui est descendu malheureusement en Ligue 2, pour un club de Liga espagnol. Il va jouer contre le Barça, contre le Real, il va se montrer un peu plus. Et cette équipe du Rayo Vallecano, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont été finalistes quand même en Coupe d'Europe. Donc c'est une très bonne équipe et je pense que le football espagnol lui correspond parfaitement. Je pense qu'il va s'épanouir dans ce championnat. Ils aiment des joueurs de ce profil-là. Et je pense que finalement, c'est un très bon choix pour lui. D'ailleurs, il me semble, j'étais en train de vérifier, mais il me semble qu'il venait déjà d'Espagne avant d'arriver au FC Metz. Nathan, très rapidement, Titaïjvili qui retrouvera, alors il ne l'a pas côtoyé du côté du FCS, mais un ancien Grenat là-bas. Oui, effectivement, Tsita retrouvera Ivan Baliou, qui évolue au Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui, comme l'a dit Désiré, avait participé à la finale de Conference League l'année dernière, mais sans Ivan Baliou qui était sur le banc. Défaite face à Crystal Palace, 1-0. Il était sur le banc, mais il avait joué contre Strasbourg en demi-finale. Strasbourgeois avait été quand même assez loin dans la compétition, un petit peu frustrant pour la demi-finale. On ne va pas parler de Coupe d'Europe malheureusement. On aimerait sur ce plateau, et je suis sûr que Rémi Alizine serait le premier à le vouloir. Non, nous on va reparler de Ligue 2 parce qu'il y a un match ce week-end, on va en parler tout de suite dans le journal de la Ligue 2. Je rêve d'un jingle, le journal de la Coupe d'Europe. Mais bon, ce sera pour plus tard. On va commencer par un focus sur le prochain adversaire du FC Metz, Grenoble. Très rapidement, Stéphane. Grenoble, c'est une équipe qui fait partie de cette Ligue 2 depuis bon nombre d'années maintenant. On avait parlé de Guingamp la semaine dernière. Grenoble, c'est un petit peu pareil, peut-être un cran moindre. Mais voilà, c'est un adversaire que les Grenats connaissent, on va dire, 1 an sur 2. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, c'est pas forcément une ville de football là-bas. C'est un club en fait qui végète tout le temps un peu en Ligue 2 comme ça. Là, ils ont un nouvel entraîneur, Frappoli, qui a quand même fait quelques miracles, je trouve, à Laval. Et il a quand même fait, je trouve, du bon travail. Et c'est pour moi, en fait, le principal atout, finalement, de cette équipe, parce que je trouve qu'à chaque fois, moi, j'ai vu Laval jouer sous ses ordres, ça a toujours été très cohérent. Il a toujours sorti des joueurs intéressants. Il avait des anciens aussi là-bas qu'il arrivait à potentialiser. Franchement, je trouve que c'est un très bon entraîneur, qui aurait peut-être même mérité d'aller un peu au-dessus. Et à Grenoble, ils ont perdu leur premier match à Dunkerque et j'ai regardé sa conférence de presse encore ce matin et il n'était pas si inquiet que ça, dans la mesure où ils ont plutôt fait un match relativement cohérent là-bas à Dunkerque. Alors ils en prennent 4 quand même, mais ils ont refait toute leur charnière centrale parce que leur grand gaucher, axe central, est parti en Belgique. Donc ils ont besoin de retrouver une charnière, ils ont besoin de reconstruire eux aussi une équipe. Et ils n'ont pas non plus des moyens considérables. Donc, c'est un club qui va certainement essayer de jouer le maintien, clairement, et plus si affinité, comme on dit. Mais pour le FC Metz, de toute façon, la situation est la même que contre Guingamp. À domicile ou à l'extérieur, quand on a l'ambition de monter, le but, c'est d'aller gagner le maximum de matchs. Tu parlais de cette défaite contre Dunkerque, 4-2. Très rapidement, Nathan, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi la rencontre, un petit fait de jeu quand même dans ce match qui marque quand même la contre-performance de Grenoble. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'était en même temps que le FC Metz, c'est 3 buts encaissés en un temps express, 12 minutes, et c'était en seconde période. Donc Grenoble qui a totalement fondu face à Dunkerque. Désiré, on parlait de ces fameuses périodes de préparation qui ne reflétaient peut-être pas forcément ce qui était le début de championnat. C'est un petit peu le cas pour Grenoble qui était plutôt satisfait de ne pas encaisser beaucoup de buts, à part contre 3. Mais bon, il y avait eu, pour la petite anecdote, petite épidémie et un peu maladie au sein de l'effectif, donc ils étaient tous un petit peu diminués. Mais sinon, ça allait plutôt bien. Finalement, ils arrivent dans le championnat, ils en prennent 4. Tu te dis... pour tenter de rebondir, le FC Metz, ce n'est pas forcément un cadeau. Oui, Grenoble, ce n'est pas un cadeau pour le FC Metz. Comme on le disait la dernière fois, la préparation ne reflète pas forcément la réalité du championnat. La préparation te donne des indications, mais la vérité, on la voit en championnat. Et par contre, faut pas, comment dire ça, faut pas se fier aux résultats contre Dunkerque. Voilà. C'est un premier match.
les premiers matchs de championnat, en général, c'est des matchs où c'est plus des individualités qui font la différence que le collectif. Parce qu'on est encore en rodage, personne n'est 100% prêt et on est surchargé parce qu'on a beaucoup bossé. Donc ce résultat-là, attention, faut pas se fier à ce résultat-là parce que ça peut être un tout autre match ce samedi. Et je pense que ça va être un tout autre match ce samedi. Grenoble, ça a toujours été très cohérent. Et mon collègue l'a dit, Frappoli, c'est la valeur sûre un peu. Il vient, il va imposer sa patte. Et si on lui donne du temps, surtout, il va installer quelque chose de durable avec cette équipe de Grenoble. Donc attention, parce que la philosophie change, c'est un nouveau coach. Il va instaurer d'autres nouvelles choses que Metz n'avait pas vues de la part de Grenoble. Et par contre, Metz sort d'une victoire. Et cette défaite de Grenoble à l'extérieur va le faire mal psychologiquement, forcément, parce que tu as envie de commencer du bon pied. Et Metz part avec la confiance. Mais il ne faut pas s'enflammer quand même, il faut aller avec beaucoup de prudence parce que Grenoble, ça va être un tout autre match. Vous en avez l'habitude, dans les avant-matchs, on regarde un petit peu où en sont les clubs adverses au classement. Celui-là ne parle pas forcément beaucoup après une seule journée, mais néanmoins, Grenoble est 16e. Du coup, avec cette seule défaite, 0 points, c'est 2 buts inscrits, 4 encaissés, comme on l'a dit. Le doublé quand même de Yadala Diaby dans ce match face à Dunkerque. Thomas, très rapidement, comment tu le sens, toi, ce match-là? C'est vrai que si on se regarde purement le classement, il y a une certaine bataille un peu des opposés, mais c'est vrai que ça ne veut rien dire après une journée. Néanmoins, il y a un ascendant psychologique qu'il faudra mettre en avant pour le FC Metz et surfer un petit peu sur la bonne vibe, comme on dit, du moment. Ouais, c'est ça, il y a une dynamique qui s'est créée, et surtout aussi par le scénario du match contre Guingamp, où voilà, on est mené, avant ça on rate un penalty. Et puis d'un coup, on redresse la barre, on met 2 buts d'affilée. Enfin voilà, le scénario est bon et plein de confiance. Et comme l'ont dit aussi mes collègues, Grenoble, je pense que c'est le bon moment pour les prendre. Parce qu'ils sont nouveaux coachs, nouvelle philosophie, nouvel effectif, donc plein de repères. Et quand on voit les buts qu'ils encaissent, on voit que c'est... Bon, Dunkerque a été très fort. Hein. Voilà, on voit que c'est une équipe bien rodée, tout ça, mais les buts qu'ils encaissent, qu'ils ont encaissés à Dunkerque, c'est des attaques placées au moment où Dunkerque a accéléré en 3-4 passes. Et on voit que le premier décalage étant créé, après la première passe de l'attaque placée, les Grenoblois, ils étaient à la rue pour rattraper les... Et ça... Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faudra jouer, parce qu'il n'y a pas de, voilà, on se parle peut-être moins, il n'y a pas de repères, tout ça, dans les courses défensives. Et là, je crois que c'est le bon moment pour Metz de continuer à faire ça et donc de se comporter, parce que comme une équipe qui veut remonter en Ligue 1, parce que le jeu de Ligue 1, c'est ça, c'est prendre le temps de préparer et déclencher des attaques placées et aller marquer en 3-4 passes. C'est ce que Dunkerque a fait, et pour moi, c'est la recette que doit faire le FC Metz. Attention à Grenoble, quand on regarde le résumé. S'il menait 1-0 au bout de 2 minutes, c'était pas volé, il marque sur coup de pied arrêté. Donc il faudra faire le jeu pour Metz, mais le piège, c'est pas de s'endormir et de pas se relâcher sur des phases arrêtées, parce qu'on voit que Grenoble les prépare très bien. On a entendu votre avis sur cette équipe de Grenoble, mais on a été contacter nos amis et confrères journalistes du côté justement des Alpes. On a eu Louis-André qui est journaliste au Dauphiné Libéré qui nous parle un petit peu de la tendance du côté de Grenoble. Est-ce qu'eux sont un peu moins rassurés que nous? Eh bien, c'est lui qui vous répond. La teneur des propos d'Olivier Frappoli aujourd'hui, ce mercredi en conférence de presse, il a dit que le FC Metz c'était pas l'adversaire idéal pour se relancer après la défaite contre Dunkerque. Donc effectivement, ouais, c'est un adversaire. On connaît les ambitions du FC Metz, remonter tout de suite en Ligue 1, avec une équipe quand même costaud qui s'est imposée aussi contre Guingamp lors du premier match. Donc oui, c'est pas un adversaire idéal, mais pour les joueurs aussi, c'est l'occasion de montrer autre chose et puis surtout d'élever les curseurs à tous les niveaux pour répondre vraiment et pour répondre par rapport à ce qui se passait à Dunkerque et montrer que Dunkerque c'était un accident et que ça va pas être comme ça sur toute la saison. Les équipes, il faut les affronter quoi qu'il arrive. Donc après, c'est sûr qu'on peut se dire que c'est le début de saison, que les FC Metz ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts, etc. Mais avec ce qu'ils ont montré là déjà à domicile contre Guingamp, je pense que l'équipe elle est là, les principes sont installés. Donc on sait que ça va être du côté de Grenoble, on sait que ça va être compliqué. Mais bon, après c'est un match, donc. C'est vrai, Stéphane, qu'il y a une donnée qui est un petit peu importante ici, c'est que de jouer contre l'un des candidats à la remontée, ça va t'obliger tout de suite à passer à autre chose et à élever tes curseurs
parfois te forcer un petit peu, c'est aussi un moyen de te remettre rapidement à niveau. De toute façon, la situation, c'est une situation qu'on connaît tous les 2 ans à Metz, donc j'ai presque envie de dire que c'est dans la culture maintenant du club, de se dire on est attendu pratiquement sur chaque terrain, ou même quand on vient à Metz, on sait qu'il y a de grandes chances que l'équipe essaie dans un premier temps, une grande majorité des équipes, de ne pas prendre de but, donc avec relativement et souvent des blocs assez bas. Je ne sais pas du tout comment le match et l'histoire du match va se détailler, mais ce qui est certain, c'est que pour Metz, il faut continuer à progresser. Moi, j'ai souvent tendance à me dire que j'ai une idée assez précise au bout de 10 matchs. Avant, déjà parce que le mercato n'est pas fini, il y a des joueurs, on l'a dit tout à l'heure, qui viennent d'arriver, d'autres vont partir. L'équipe est encore amputée de Bounassar et peut-être de Maxime Collin, donc il y a des éléments. TJ Savanier, on en reparlera, n'est pas encore et ne sera pas encore prêt à 100%. Et quel rôle va-t-il jouer dans tout ça? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconnus pour connaître véritablement le potentiel de cette équipe de Metz. Alors on a vu, par moments, contre Guingamp à Saint-Symphorien, des choses intéressantes, des choses un petit peu moins intéressantes. Luc Holz veut la possession, il nous l'a dit. Il veut plus d'intensité et il a raison. Moi, j'aime cette façon de... Enfin, il a raison, en tout cas, je parlerais le même langage si j'étais entraîneur. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on a vu très souvent contre Guingamp. Parce qu'au final, il me semble que quand on a regardé les stats lundi, la possession est en faveur de Guingamp. Oui, la possession. À la fin du match. Déjà parce que les 20 dernières minutes, on a beaucoup... on n'a pas réussi à garder le ballon. Et puis, on a eu, je pense, 20 très bonnes minutes. On a eu 20 bonnes minutes en première mi-temps. Voilà. Après, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal quand même, malgré tout, parce que on n'est pas loin de la correctionnelle à 0-1 et on a cette opportunité d'égaliser. Mais ça veut dire que pour l'instant, on est sur un fil. Alors, on ne peut pas tirer évidemment de conclusions hâtives après un match, mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, pas assez de certitudes. Mais on a quand même des points d'ancrage très intéressants. Je trouve que ça tient plutôt pas mal la baraque derrière, pour l'instant, pour des garçons qui travaillent seulement depuis une semaine ensemble. Et puis, on a un attaquant, je pense, vraiment de grande qualité. Alors, il a peut-être loupé son péno. Ou en tout cas, il a fait un choix qui est discutable, mais en tout cas, il a fait son choix. Mais en tout cas, je pense qu'il pèse beaucoup, il perd quand même peu de ballons de haut but. Ça, c'est quand même très, très intéressant. Et puis, je pense qu'on a une équipe qui est relativement bien homogène. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Désiré, ce qui va être intéressant de voir aussi pour cette équipe du FC Metz, c'est que oui, elle n'a pas été simple à dessiner, cette victoire contre Guingamp. Mais maintenant, on va voir si elle a débloqué quelque chose dans une équipe qui, quand même, pour la quasi, on va dire la moitié à peu près de l'effectif, a connu une saison un petit peu d'enfer, n'avait plus gagné depuis 22 matchs. Là, ça y est, la victoire est relancée. Il y a une série peut-être à aller chercher. Peut-être qu'il y a aussi des déclics mentaux qui vont être faits chez certains joueurs. Je pense que c'est très important de souligner ce côté mental-là parce qu'une équipe qui descend comme ça et qui n'a pas gagné depuis 20 matchs, plus de 20 matchs, c'est compliqué psychologiquement. Il ne faut pas oublier qu'on a des joueurs malades psychologiquement parce qu'ils ont souffert l'année dernière. Quand tu joues le maintien comme ça et tu finis par descendre, sans gagner des matchs, c'est difficile, c'est épuisant, c'est éprouvant. Et cette victoire-là, ça a sans aucun doute fait beaucoup de bien aux garçons qui étaient déjà là et aux nouveaux qui s'intègrent. Tout de suite, ils commencent du bon pied. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu es une équipe taillée pour jouer une montée, il faut savoir gagner des matchs compliqués. Là où moi, j'ai apprécié voir Metz, c'est pas qu'ils gagnent en dominant en ayant 70% de la possession. C'est que Metz a gagné dans la difficulté. Et les équipes qui veulent monter savent gagner dans la difficulté. On est en début de saison. C'est compliqué les matchs. Je vous disais tout à l'heure, c'est des périodes où c'est plus des individualités qui font la différence que le collectif. Toutes les équipes sont encore en rodage. Si tu veux monter immédiatement, il faut que tu saches gagner ce genre de match. Et c'est ce que Metz a fait. Aujourd'hui, on doit juste s'en réjouir, en fait, parce que ça aurait pu mal commencer. Hein. Donc aujourd'hui, Metz a su gagner, alors qu'ils avaient le dos au mur, parce qu'ils ont été menés quand même. Ils ont loupé un péno, ils reviennent, ils marquent 2 buts derrière. Ça, c'est une équipe de caractère. Et c'est il ne faut pas oublier que contre Bastia, il y a 2 ans, on a péniblement marqué un petit point avec un
un coup franc à la dernière seconde. D'ailleurs, ça faisait un moment que Metz n'avait pas remporté son premier match de championnat, il me Ouais. semble. J'ai plus la stat exacte, mais je l'ai vu passer, ça doit faire 4 ou 5 ans, je crois. Ah, et puis avec la cassure, avec le public messin, tout ça, ça met beaucoup de pression sur le dos des garçons. Et réussir à revenir comme ça, quand tu es mené 1-0, franchement, moi, j'ai kiffé. Ils ont une force de caractère qui est impressionnante et c'est ce qu'il faut pour un champion. Ils sont sur la bonne voie. On parlait d'individualités qui ont réussi à performer pendant ce match contre Guingamp et que l'on va attendre du côté de Grenoble. Il y a eu Pape Moussafal, mais il y a aussi eu Georgi Abouachvili qui a marqué notamment le but victorieux et qu'on parlait un petit peu de dynamique de la victoire et de bonne ambiance. On l'a écouté en conférence de presse et lui est plutôt soulagé, plutôt content de ce but. Yeah, we are so happy about this winning this game because it was the first game of the season, so it's very important when you start well. So we did it very good, so we are happy and now we are focused for the next match. It was a tough match, and when you score with that kind of match and for the victory goal, I felt very, very happy to help the team to win. So I'll do my best to help the team for the next games. Alors évidemment, maintenant la question va être de savoir quelle composition d'équipe va aligner Luc Holst, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la signature de Cléo Mélière. Le jeu des coïncidences veut que, comme l'a déjà dit Stéphane, pour le moment, Bounassar et Maxime Collin, les deux capitaines un petit peu de cette équipe, sont absents. À droite, il va falloir bricoler apparemment. Alors le coach a parlé de faire monter des jeunes, notamment Brian Song, qui vient tout juste d'être professionnel. Peut-être de changer un peu le dispositif technique. Quand on dit rodage, là au FC Metz sur ce début de saison, c'est rodage de partout. Il faut faire du bricolage dès la deuxième journée, voire même la première journée de Ligue 2, pardon. Oui, c'est pas le choix. C'est là aussi, c'est là que ça va être aussi un révélateur et un marqueur. Hein. C'est que ça y est, on est sur une dynamique. Alors ça va être beaucoup plus facile après une victoire, mais enfin moins difficile plutôt. Mais oui, il va falloir bricoler. Mais je pense que ce que Luc Holst a essayé d'installer, et nous le disait, c'est vraiment qu'il y ait moins d'individualité et plus de groupes. Et je crois que cet élément-là, si on doit faire monter un jeune à ce poste-là ou décaler peut-être un défenseur central ou faire redescendre un milieu, je pense que si tu as installé la bonne mentalité, c'est des gens qui ne rechigneront pas à la tâche. Et je pense que c'est hyper important. Il va bien falloir choisir parce qu'en voyant encore une fois le match Dunkerque Grenoble, je crois que les côtés, c'est la clé, et surtout le jeu à l'opposé, c'est la clé face à Grenoble. Ils ont été beaucoup en difficulté, étant en retard dans leur déplacement défensif. On voyait souvent le côté opposé avec le latéral de Dunkerque qui était libre. Donc il va falloir, je pense que ça va être une des clés du match. Et ce joueur qui va être positionné là va être l'une des clés aussi, qu'il soit jeune ou moins. Mais ça va être intéressant de voir ce que Luc Holst va choisir. Vous parlez justement de cet esprit un peu collectif et de faire monter des jeunes du moins plus facilement comme ça. C'est vrai que c'est peut-être le jeu de la communication, mais Luc Holst n'avait pas semblé être totalement dans la panique quand il a vu que les deux étaient incertains. Déjà, on verra s'ils seront dans le groupe ou non. Mais voilà, bricoler, alors je ne sais pas si c'est le cas en Ligue 2, mais peut-être que bricoler en Ligue 2 dans un format comme ça est peut-être un petit peu plus simple qu'en Ligue 1 où l'adversité est un cran au-dessus et où tu es peut-être un petit peu moins prêt aussi. Ouais, c'est ça, bricoler en défense en Ligue 1. Quand tu sais que tu vas avoir 30% de la possession et que tu vas faire ton bloc bas et devoir subir, ça fait un petit peu plus peur. Maintenant, Luc Holst, voilà, dans la communication, c'est un bon communicant. Et il montre aussi, en tenant ce discours, qu'il a confiance en ses joueurs, confiance en son équipe. Et je crois que c'est la base, un coach, le lien de confiance entre un coach et ses joueurs. Je pense qu'on le sait tous, c'est vraiment la base et ce qui permet au groupe d'avancer et de bien travailler. Désiré, l'attente est terminée. On va enfin en parler. C'était tout chaud lundi quand on a fait l'émission. Il venait tout juste de signer. On sortait de la conférence de presse. On parlait évidemment de TJ Savanier. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'il aura une petite place déjà dans le groupe pour le déplacement face à Grenoble. Ça sera réponse ce soir. Il ne sera pas titulaire, ça c'est sûr. Néanmoins, Luc Holst a dit qu'il pourrait peut-être lui réserver 5-10 minutes en fin de match, suivant ce qu'il voyait là sur ses dernières heures d'entraînement. Parce que l'expérience d'un tel joueur, ça peut avoir son importance même sur des bouts de fin de match. Moi, je suis juste content de voir que Metz a perdu son GPS offensif, mais je vois que Metz n'a pas perdu le Nord. Et ça me fait plaisir. C'est très bien dit, j'adore. Quand Gauthier Hain est parti, la semaine dernière, j'ai dit que Metz avait perdu son GPS offensif.
avec Savanier, Metz n'a pas seulement retrouvé un GPS, mais ils ont retrouvé un GPS avec une carte de Ligue 1 intégrée. Dans ce nouveau navigateur, il y a l'itinéraire de la Ligue 1 qui est mis en favori. TJ Savanier, c'est plus de 200 matchs en Ligue 2. C'est une expérience incroyable. Et quasi autant en Ligue 1, je crois que c'est 200 et 220, quelque chose du style. En Ligue 1. 459 matchs en pro. En Ligue 1, pareil. Donc, c'est un numéro 10 à l'ancienne un peu, moi qui me régale. Il a une patte incroyable, et Metz en a fait les frais il y a 3 ans, je crois, ou Kidja s'en souvient. Il nous a fait souffrir ici à Saint-Florin, nous on n'a pas oublié. Donc, c'est quelqu'un qui va redonner du sens au jeu offensif de Metz. C'est quelqu'un qui a une personnalité incroyable, qui va influencer le groupe et aussi le jeu offensif messin, qui va, sur une inspiration qui peut faire la différence, qui a une expérience incroyable. Il va montrer le chemin, et même en montrant le chemin, il va donner aussi les passes D pour dire aux garçons, allez, finissez. Et c'est là qui va être important, TJ Savanier. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il court 15 km par match, attention. Il a 34 ans aujourd'hui. Par contre, sa qualité technique, elle est incroyable. Et cette patte sur les coups de pied arrêtés, il va beaucoup nous apporter. C'est quelqu'un, dans les matchs fermés, vous avez toujours besoin de quelqu'un qui prenne des responsabilités. Et bien ça, c'est TJ Savanier. Il va prendre les pénaltys, il va prendre les coups francs, il va prendre les corners, et il est d'une précision extrême. Si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un quand même qui a été meilleur passeur de Ligue 1 devant Neymar et Di Maria. Bernard Serin, on avait fait justement l'apothéose, et on avait parlé en disant, ah oui, il était devant ces joueurs-là. Voilà, Même donc, si sur une saison, tout peut arriver, c'est vrai que sur le CV, quand on regarde les choses de cette manière-là, c'est plutôt sexy. voilà. Et puis il ne vient pas à Metz à cause de son nom, il vient répondre un peu à un besoin. Quand on a perdu Gauthier Hein, il fallait le remplacer dignement et valablement. Et là, je trouve que la surprise du chef, franchement, elle est incroyable. C'est la première fois que je suis aussi enthousiaste, aussi excité d'une signature du FC Metz, vraiment. Parce que je trouve que c'est d'une intelligence incroyable de remplacer Gauthier par ce genre de profil. Et puis, TJ va nous apporter encore plus que ce que Gauthier nous apportait, j'en suis convaincu. Stéphane, on parlait de faire attention, de prendre le temps avec les jeunes de Génération Foot. Là, c'est un tout autre profil. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une préparation complète. Il a eu son premier entraînement collectif là, milieu de semaine. Néanmoins, quand on est supporter ou quand on est suiveur, on espère qu'il y aura ces 5-10 minutes en fin de match pour voir un petit peu ce que ça peut réserver, ce que ça peut donner sur le papier. Parce qu'on l'a dit, il y a quand même pas mal d'interrogations. Le meilleur moyen d'y répondre, c'est le terrain, même s'il ne faudra pas faire toutes les conclusions possibles sur un bout de match potentiel. Mais on est un petit peu curieux quand même. C'est un bon coup sportif, on sera tous d'accord là-dessus. Je pense qu'aussi c'est un bon coup de com', pas se leurrer. Je pense que, d'ailleurs, on a bien compris que c'était vraiment une affaire qui était menée par le président, peut-être hors des clous habituels. Mais ce qui est certain, c'est que le président avait aussi besoin de ça. Avec la saison très difficile qu'il a passée avec les supporters grenats l'année dernière, je pense que cette mise en scène qui a été faite lui redonne aussi quelque chose en termes d'aura vis-à-vis des supporters qui, je pense, là, ont réussi à trouver peut-être un apaisement et qui était nécessaire, à mon avis, entre les tribunes et le terrain. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose de fait. Et je pense qu'avant d'être un coup sportif, c'est un très bon coup de com'. J'ai, à critiquer le mot est fort, mais j'ai pas été toujours très très d'accord avec la façon dont le président communiquait et parfois même le timing qui, à mon sens, n'était pas toujours très bon. Là, pour le coup, c'était parfait. En ce qui concerne le sportif, je suis toujours un petit peu dubitatif, malgré tout, sur le fait que des garçons qui arrivent à un certain âge sans préparation, j'ai toujours peur, moi, d'une blessure. Vraiment, toujours. Maintenant, ce que je sais, c'est quand on a de l'expérience, quand on a un joueur intelligent, on sait mettre des priorités, faire des focus sur ce qui est important dans sa carrière, dans sa vie, pour, on va dire, mettre l'énergie là où c'est important de la mettre. Donc, il va certainement le faire en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Comme tu disais, justement, ce n'est pas un garçon qui va faire 12 km par match. Il ne faut pas s'attendre à ça. Mais il saura prioriser certainement certaines choses par rapport à d'autres. Donc oui, pour la Ligue 2 et pour un club comme Metz, avec les peu de moyens qu'on a pour recruter, je pense que c'est un énorme coup. Maintenant, il va falloir être très patient et avec le garçon,
et avec l'équipe, parce que cette équipe-là, elle va être à un moment, clairement, quand tu as un joueur comme ça, il y a une espèce de dépendance qui va se créer. Ça, c'est obligatoire. Donc, et ne serait-ce que sur coup de pied arrêté. Donc il va falloir trouver aussi pour Ulu Cols des plans B, et dès maintenant, pour travailler sans TJ Savanier et à un moment aussi dans la saison, faire sans lui. On parlait des travaux de Lucols, ce sera le cas pour TJ Savanier, mais aussi pour son groupe de manière générale. La préparation peut laisser quelques traces sur les organismes en début de championnat, c'est normal. Mais peut-être la chaleur aussi, c'est une question qui avait été posée au coach pendant la conférence de presse. Est-ce que ces périodes de canicule ont impacté un petit peu la vie de son groupe, ont impacté un petit peu sa préparation? Il nous répond, ça va nous donner peut-être un autre axe de réflexion si on l'écoute. Non, alors là, je dois vous dire que non, j'ai eu aucun retour par rapport à ça. Il n'y a aucun joueur vraiment ici qui se plaint qu'on s'entraîne trop, que les charges sont trop importantes, qu'il fasse trop chaud. J'ai même l'impression, et surtout parce qu'au niveau de la durée de l'entraînement, que ce soit la veille de match ou comme aujourd'hui, 48 heures avant le match, les charges sont moins importantes, donc la durée de l'entraînement aussi est moins longue. Et j'ai souvent l'impression que c'est pas assez long pour les gamins parce qu'ils aiment toujours rester sur le terrain, ils aiment encore faire plus et plus et plus. Alors qu'à ce niveau-là, par exemple, j'ai pas toujours eu ce ressenti et ce retour des joueurs avant. Là, il y avait plutôt des retours que j'avais, c'est de se ménager, qu'ils craignaient qu'ils allaient être fatigués pour le match. Tandis qu'ici, j'ai l'impression que si demain je fais un entraînement de 2 heures, ils adoraient les joueurs. Et c'est quelque chose de bien. Ils aiment vraiment le jeu. Et on voit vraiment qu'ils prennent du plaisir quand il y a que ce soit des petits jeux, des grands jeux. Tu vois vraiment qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Et ça aussi, pour un entraîneur ou pour nous, les entraîneurs, on souvent fait retour après les entraînements. Et c'est le ressenti qu'on a. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent du plaisir quand ils peuvent jouer. Ne me parlez pas de chaleur ou de haute température, parlez-moi seulement ballon. Quand on entend cette conférence de presse, en tout cas cette réponse, on se rend compte que Lucols a peut-être déjà réussi sa première mission. Il parlait de joie collective dans sa conférence de rentrée. Ça a l'air d'être le cas. Si les joueurs veulent rester encore et encore aux entraînements, qu'ils prennent beaucoup de plaisir, qu'on n'entend pas X ou Y raison de faire moins ou d'être peut-être un peu moins dans l'intensité, c'est réussi. Ouais, c'est réussi. Ce que je disais tout à l'heure, Lucols, c'est un très bon communicant. Et on voit que les mots, ils sont bien choisis. À travers ce discours-là, il montre aussi que les joueurs adhèrent à son projet. Donc il passe le message là. Et il montre aussi qu'il a un effectif qui bosse, qui aime bien bosser, qui aime rester. Alors quand on est joueur et qu'on entend ça, c'est mon coach, il voit ça, il voit qu'on bosse. Il nous donne de la valeur aussi aux yeux de la presse. Donc là, tout est aligné, tout roule, les discours, le travail. Puis bon, on est en sortie de prépa, donc il y a une victoire, tout ça. Je pense qu'il y a un petit peu d'euphorie. Et c'est pour ça qu'on aime, qu'on a des joueurs, on aime rester sur le terrain, on aime prolonger, surtout à 48 heures, 24 heures du match, c'est des séances courtes, explosives. Voilà, on aime bien faire un peu de finition. Donc tout a l'air aligné, la communication est bonne. Voilà, mes expériences d'avant, c'était pas trop ça, etc. Voilà, donc on valorise encore plus. Je dis pas qu'il chante de la flûte, hein, mais voilà. Attention à pas trop en faire. Attention à pas trop en faire. Et j'attends, je le souhaite le plus tard possible et je souhaite que ça n'arrive pas. Mais cette atmosphère positive, et encore une fois, j'espère qu'elle va le rester très longtemps, j'attends de voir le jour où il y aura peut-être un petit couac. Et c'est là aussi où on verra la force de caractère et si ce groupe-là est vraiment soudé comme on l'entend. Et l'arrivée de Savanier aussi, j'y reviens très rapidement, va montrer aussi comment le groupe va réagir. J'ai l'impression que c'est un groupe très homogène, où on ne ressort pas forcément trop d'individualité, ce qui pour moi est une très bonne recette. Et là, on a je dirais pas un top player, mais quand même un profil, un profil plus par rapport à l'effectif. Et j'attends de voir comment le groupe qui s'est construit, qui s'est soudé en presque un seul joueur, va réagir à l'arrivée là. Au niveau des prises de responsabilité dans le jeu des joueurs, et aussi au niveau peut-être du joueur qui a gagné sa place et qui va se faire sortir, et ses copains et ses machins, les affinités. Ça va être super intéressant de voir ça. Désiré, tu voulais rebondir sur quelque chose ? Oui, Thomas n'a pas osé le dire, mais moi je vais oser le dire. C'est que de la com, ce que le coach a dit.
C'est que de la com. Il n'y a personne en France qui travaille dehors qui vous dira qu'il n'a pas souffert de cette chaleur. Il n'y en a pas. Donc, c'est que de la com. La fatigue, ça modifie un match. La fatigue, ça diminue la lucidité. Ça diminue ta capacité à répéter les efforts. Et le thermomètre peut devenir le 12e homme d'une équipe. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Après, au haut niveau, c'est ça aussi qui fait la différence, la gestion du match. Quand il fait très chaud, il ne faut pas attendre que les gars ils donnent 100% de la première à la 90e. Il y a des temps forts où on y va à fond. Il y a des temps faibles où on gère un peu plus. Et il ne faut pas se fier à son discours. C'est juste pour mettre son... Après, tu as aussi droit à des aménagements plus simples que dans d'autres domaines, évidemment. Il disait, là, évidemment, on ne va pas faire les entraînements à 14h ou à 15h. C'est en matinée qu'on va les faire. Et puis derrière, après, le hangar de Frescati, on va peut-être oublier quand dans les périodes comme ça, parce qu'à mon avis, on doit faire une chaleur assez incroyable. Mais voilà, tu as des manières de récupération. Mais comme tu le dis, ça reste un groupe de 25 hommes. Et puis, tu dors moins bien, tu récupères moins bien, tu es plus fatigué ou ce genre de choses. Mais on espère évidemment que ce week-end, on ne verra pas tout ça. Apparemment, Thomas Jean-Georges nous disait en conférence de presse, petite pluie prévue sur le Stade des Alpes pour le match face à Grenoble. On espère évidemment qu'il y aura des buts et une victoire au bout. Mais il y aura également d'autres matchs dans cette deuxième journée de Ligue 2. On va regarder rapidement le calendrier. Encore une fois, c'est tout le monde en même temps. Il ne va pas falloir faire de choix. Ce sera que le FC Metz ou un autre si vous voulez regarder, mais pas tout en même temps. Annecy, Rodez, Grenoble, Metz, Laval, Nantes, Red Star, Sochaux, Saint-Étienne, Clermont, Dijon, Pau, Guingamp, Boulogne, Nancy, Montpellier ou encore Reims, Dunkerque. Il y aura de quoi faire. Petit coup d'œil au classement qui n'a pas changé depuis lundi. Les matchs du lundi soir, c'est pour la semaine prochaine. Néanmoins, Saint-Étienne qui est devant avec Dunkerque et Rodez pour le podium. Le FC Metz est juste derrière. Grenoble 16e, on a Laval 17e et Sochaux qui est dernier pour le moment. Le FC Metz peut peut-être prendre un petit peu d'altitude au classement, peut-être combler de premiers écarts. Ça, on le verra lundi. Avant ça, messieurs, il nous reste un petit peu de temps. Je vais vous tester un petit peu. Évidemment, en parlant toujours d'actualité, c'est l'heure du temps additionnel. Et oui, parce que l'affiche entre le FC Metz et Grenoble, c'est une affiche que l'on connaît de manière générale dans le planning du FC Metz. Il y a 2 ans, c'était une défaite pour les Grenats, 2-0, alors qu'on avait aligné Stambouli, Haine ou encore Deminguet. Mais il y a 4 ans, les Grenats s'étaient imposés 1-0. Je ne vous donne pas le nom du buteur parce que je voulais savoir si vous arrivez à retenir un petit peu qui était dans l'équipe à ce moment-là. Je n'ai pas envie de dire chacun votre tour, celui qui a des noms de joueurs, vous me les donnez, mais ils ont... pour la plupart, une petite actualité que l'on mettra ou non en avant, si on a le temps. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer ? Je vous donne le bâton, alors je le jette en plein milieu. 4 ans. Il y a 4 ans, Oukidja. Oukidja en tant que gardien, il était titulaire. Oukidja dont on a parlé déjà un petit peu dans l'émission, qui s'est engagé avec l'ES Sétif après avoir fait un passage du côté de l'UNFPFC, qui s'est remis de sa grave blessure. Voilà son actualité. Il était titulaire dans les buts, exactement. Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, exactement. Pas d'actualité particulière, si ce n'est la Coupe d'Europe qui va pointer le bout de son nez. Il est toujours en préparation avec le Racing Club de Lens. Il est en train de prendre la tête. Isma Traoré, il était déjà là. Isma Traoré a déjà été titulaire dans l'axe. Il est à la retraite aujourd'hui, donc niveau actualité, on le laisse tranquille. Il profite de son après-carrière. Lamine Camara ? Lamine Camara n'était pas encore arrivé à ce moment-là, mais c'est cette saison-là. Mais il n'était pas encore arrivé. Il est arrivé en décembre, en janvier, je crois. Ah, Pape Matassar, alors ? Non plus. Oh. Non, ils ont joué qu'en Ligue 1. Non, mais il y a peut-être Blaise Jalou, non ? Eh non, c'est il n'était pas là encore. Il était là, mais c'est pas lui qui était titulaire sur ce match-là. Je crois qu'il est entré en jeu, si je me trompe pas. Mais on est sur cette zone de joueurs-là. Hein. Vous êtes dedans, là. Hein. Sabali, peut-être ? Sabali y était, attaquant gauche. Lui qui est parti du côté de la MLS. C'est 2 buts et une passe décisive en 13 matchs. Il retrouvera en MLS, ou en tout cas, il faudra regarder. Mais il y a un autre joueur qui a rejoint la MLS et qui était dans ce 11 de départ. Je vous aide un petit peu si vous avez suivi l'actualité des ex du FC Metz. Ah, peut-être Danley Jean-Jacques, non ? Danley Jean-Jacques, exactement, qui a participé aussi à la Coupe du Monde avec Haïti. Malheureusement, ça s'est un petit peu mal passé. 3 défaites. Il était en groupe notamment du Brésil et du Maroc. Il y en a un, je suis un peu surpris que vous ne l'ayez pas sorti. Quand on commence à voir les joueurs qui commencent à arriver dans ce 11, il y en a un qui me surprend que vous ne l'ayez pas sorti. Et pourtant, on a cité son nom pas mal de fois dans l'émission. Il y a eu Georges. Il y a eu Georges, évidemment, Georges Mikotadze. Ouais. Là, l'actualité n'est pas officielle pour le moment, mais on parle de Georges Mikotadze du côté du FC Barcelone.
l'ascension grandeur nature pour Georges Mikotadze, qui pour le moment est à Villarreal, qui avait ses propres lunettes, évidemment, sa célébration iconique pour l'Eclipse. D'autres joueurs, peut-être, il y en a encore, je pense qu'il y en a un que vous pouvez avoir assez facilement. Ah, peut-être on Si a on reste dans la défense. Youssef Maziz, non? Youssef Maziz. Ouais. On n'est pas dans la défense, on est numéro 10. Oui. Mais lui aussi, il a rejoint les Colorado Rapids cet été. Il était en fin de contrat du côté derrière de la Belgique, si je ne me trompe pas. À Louvain, si on le dit bien. Il aurait peut-être pu remplacer Gauthier. Non. Il disait sur TJ Savani. Est-ce que vous en avez encore? Kofi, non? Kofi. Il a réalisé toute sa composition d'équipe avant d'arriver. Mais non, mais je me dis, c'est l'ère Bologna, quoi. C'est ça, c'est Laszlo Bologna qui est entraîneur à ce moment-là de cette équipe qui avait gagné 1-0. Vous ne m'avez pas cité le buteur. Asolo? Non, pas Joël Asoro. Buteur qui était également l'autre défenseur central de ce match. Oui. C'est du côté de Amiens maintenant? Je l'ai pas. Non, il est du côté de l'Italie maintenant. Et son actualité, malheureuse, même sur les ceux d'aller mieux, une rupture des ligaments croisés en janvier dernier. Il est sur le chemin des retours. Son prénom? Le prénom, ça va être très facile. Ça commence par un F. Si ça peut vous aider, il nous reste quelques secondes là. Certain Fali Kandé. Mais oui, bien sûr. Fali Kandé qui marque sur coup franc d'ailleurs. On parlait de coup de pied arrêté. C'est lui qui marque sur coup franc pour cette victoire à 0. Celui-là, il y a un peu moins. Il vous en reste 2. Vers la 80e, non? C'est pas un truc comme ça? C'est ça, vers la fin du match. Il vous en reste 2. Je vous le Quel poste? Il nous reste un milieu défensif et il nous reste l'attaquant droit. C'est pas une Doram Non, c'est l'autre. c'est le dernier qui manque dans tout ça. Il y avait Daniel Jean-Jacques, Tatata et Kevin Ndam. Je l'ai plus. Habib Maïga. Habib Maïga, dont l'actualité est d'avoir prolongé avec Ferencváros là cet été. Il a prolongé son aventure là-bas où il connaît également les choix de la Coupe d'Europe. Enfin, à droite, c'était pas le plus évident, mais on parlait du poste de latéral droit. Il l'avait dépanné à ce poste-là contre Laval. C'était Lamine Gaye. Lamine Gaye qui était titularisé pour ce match. On peut regarder rapidement la compo, ça vous donnera peut-être quelques bons souvenirs de cette saison assez folle où le FC Metz avait validé sa montée après un match fou contre Bastia et une décision de la LFP après le match Rodez-Bordeaux, si je ne me trompe pas, qui avait duré encore et encore pour finalement retrouver la Ligue 1. Messieurs, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci de m'avoir accompagné. Nous, on se retrouve très vite. Évidemment, n'oublie pas le match du FC Metz. Ce sera ce vendredi soir, tout comme celui, petit clin d'œil, de l'US Thionville-Lusitanos qui reçoit le Stade Malherbe de Caen. C'est une affiche de Ligue 3 et pourtant, on pourrait croire que c'est à un échelon supérieur. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.